Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux d'être rejoint aujourd'hui par le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet de Colin Powell sous l'administration Bush et également un excellent commentateur politique. Nous nous sommes déjà parlé à plusieurs reprises, colonel. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ravi de vous parler également. J'attendais avec impatience cette conversation, car à l'époque où vous étiez dans l'administration Bush, il y a 20 ans, le temps passe vite. Le gouvernement américain était, du moins à mon avis, plus ou moins sous l'emprise des néoconservateurs, c'est-à-dire ceux qui prônaient avec enthousiasme l'utilisation de moyens militaires à des fins hégémoniques. Mais ce que nous avons vu avec Donald Trump, du moins dans sa rhétorique, c'est qu'il s'y opposait. À son crédit, il a qualifié l'invasion de l'Irak d'erreur. Il semblait vouloir adopter une politique étrangère moins militarisée dans le cadre de son programme America First. Pourtant, cela ne s'est pas vraiment passé ainsi. Je me demandais comment vous expliquer ce changement radical, car il semble y avoir des divisions au sein de son administration. Il y a des personnes qui semblent être vraiment America First. Je ne sais pas si vous placeriez J.D. Vance dans ce camp. Et puis il y a des néoconservateurs. Pensez-vous que cette division en matière de politique étrangère est interne à l'administration, ou est-ce simplement que le président Trump manque de vision stratégique claire? Je ne sais pas. Comment interprétez-vous cela? Le monde continue de se demander ce qu'il va faire. Il avait dit qu'il mettrait fin aux guerres au Moyen-Orient. Mais maintenant, il veut peut-être procéder à un nettoyage ethnique à Gaza, entrer en guerre contre l'Iran, et il est toujours effectivement impliqué dans la guerre contre la Russie. Alors, comment expliquer cela? Je n'ai certes pas de boule de cristal, mais je possède des connaissances historiques, issues de mon enseignement, et d'environ 400 étudiants répartis sur 2 campus, qui ont réalisé pour moi, étude de cas après étude de cas, ainsi que de ma propre expérience personnelle, certes limitée, mais à laquelle ces étudiants ont apporté beaucoup de largeur et de profondeur. Ce que j'enseignais, c'était la prise de décision en matière de sécurité nationale. Que nous définissions essentiellement des décisions comme des décisions qui envoient de jeunes hommes et de jeunes femmes mourir pour des raisons d'État, et souvent à tuer d'autres personnes pour ces mêmes raisons. Et tout par-delà. L'une des choses que j'ai découvertes, ce que je soupçonnais très fortement depuis longtemps, au moins une quinzaine d'années, c'est que tout a commencé avec Bill Clinton. Et ce que je veux dire par « tout a commencé », ce n'est pas que les soi-disant, et je déteste ce terme aujourd'hui, parce qu'il englobe beaucoup trop de choses qu'il ne devrait pas, et n'englobe pas beaucoup de choses qu'il devrait. Néoconservateurs, nous en avons toujours eu parmi nous. Il y a en ce moment une excellente petite étude menée par Rachel Maddow sur le fascisme en Amérique. Je crois qu'elle en est arrivée à environ 1970. Mais c'est une révélation pour quiconque pense que le fascisme n'a jamais courtisé l'Amérique. Il l'a certainement fait. Nous avons eu un général des Marines, double récipiendaire de la médaille d'honneur, Smedley Butler, qui s'est présenté devant une commission du Congrès pour leur dire qu'il avait été sollicité par ces gens pour être en quelque sorte leur représentant militaire. Donc, ils sont là depuis longtemps, mais ils sont vraiment arrivés au gouvernement avec une vengeance sous William Jefferson Clinton. Et depuis cette époque, ils ont contaminé les couloirs du gouvernement de manière significative et profonde. Et ils ne sont pas partis. Ils ont connu des hauts et des bas, dans une certaine mesure, mais ils se sont insinués partout. Tout cela pour dire qu'ils sont toujours parmi nous et qu'ils influencent l'administration Trump de façon fondamentale. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour Trump? Cela signifie que son cirque, et j'utilise ce terme avec précaution, c'est bien un cirque. Il a choisi certaines personnes pour son cabinet,
qui n'ont tout simplement aucune compétence pour leur poste. Et ce cirque est actuellement fortement perturbé, principalement au sein du département de la Défense, le département clé, car c'est tout ce qui nous intéresse désormais, le département de la Défense, avec Pete Hegseth. Il est attaqué sans relâche par ces néoconservateurs, de toutes les manières possibles. On se demande pourquoi, car il semble que la plupart des positions de Hegseth, du moins avant son entrée au gouvernement, et les quelques éléments que nous connaissons de lui depuis, sont globalement en accord avec ce qu'il souhaite faire. Mais apparemment, il ne l'aime pas du tout. C'est donc un vrai problème pour Trump en ce moment. Mike Waltz en fait partie. Son conseiller à la sécurité nationale. Il a choisi un conseiller à la sécurité nationale qui est un clone de Victoria Nuland. Cela n'a absolument aucun sens. C'est la raison pour laquelle il a un secrétaire d'État nommé Witkoff, car son secrétaire d'État est aussi un néoconservateur pur et dur. Maintenant, ces personnes ont différentes variantes, et je ne comparerai pas Waltz directement à Rubio, mais ils sont tous deux issus du même moule. Et voilà, Trump qui essaie de naviguer entre eux, pour ainsi dire. On en arrive assez souvent à la conclusion, comme ce fut mon cas pendant que je pêchais et que j'avais le temps de réfléchir, que le but de Trump dans la vie doit être de détruire cette République, car il a réuni tous les ingrédients nécessaires pour y parvenir, et lui-même aggrave chaque jour le péril économique. Donc, si l'on combine ces deux éléments, la sécurité nationale, qui est devenue le domaine dominant pour cette République, je déteste l'appeler une République pour cet empire, et son économie, qui doit soutenir cet effort militaire, cet effort de sécurité pour qu'il réussisse, et il détruit les deux. Alors on regarde la situation et on se demande, qu'est-ce que ce type fait? Pourquoi est-il là? Quel est son but? Et comment détecter son but? Et que puis-je faire face à ce but, s'il est aussi néfaste que je le pense? Parce que c'est très difficile. J'essayais moi-même de comprendre l'équipe de Trump, les personnes qu'il a réunies, parce que j'imagine que tout est très polarisé en politique de nos jours. Mais on peut dire objectivement que son équipe, pas tous, mais certains, n'ont pas beaucoup d'expérience derrière eux. Je suppose que Pete Hegseth en fait partie. Je me demandais comment cela pouvait s'expliquer, car j'ai entendu différentes explications. Certains ont avancé que, eh bien, de toute évidence, la compétence, toute considération politique mise à part, n'est tout simplement pas au rendez-vous. Est-ce que c'est parce que Trump ne s'intéresse pas vraiment aux experts? Est-ce que c'est sa personnalité qui fait qu'il pense tout savoir et qu'il lui suffit donc d'avoir des loyalistes pour appliquer ses décisions? Ou bien est-ce un vestige de sa première administration, étant donné qu'il estime avoir été tellement combattu par l'État profond, les médias, son propre parti, les agences de renseignement? Du coup, il ne veut plus personne issu de l'establishment. Il veut juste des gens qui obéissent, donc des non-experts. Ou bien est-ce qu'il y a une raison rationnelle derrière tout ça? Pas que cela rende la chose plus productive, mais ou est-ce simplement une question de personnalité? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Eh bien, c'est une bonne question. Je me la suis posée à plusieurs reprises ces 30 derniers jours en particulier, parce que ce qu'on observe, c'est les vestiges persistants qui commencent tout juste à refleurir sont les mêmes qui ont tourmenté Clinton et tous les présidents depuis. Et lorsqu'ils découvrent que lorsqu'ils s'attaquent à quelqu'un, le sang coule, ils s'enthousiasment davantage et s'en prennent à d'autres personnes. En ce moment, ils s'acharnent sur Hegseth de façon sanglante et impitoyable. Ils s'acharnent sur lui. Jusqu'à présent, Trump lui a maintenu son soutien et je n'arrive pas à comprendre la véritable raison de cet acharnement. Car, à mes yeux, que ce soit avant ou après son entrée au gouvernement, même si cela fait peu de temps, il est globalement en phase avec la plupart de leurs objectifs.
principalement le massacre et le génocide à Gaza. Et il soutient probablement à 100% ce que Trump veut faire concernant l'Ukraine. Permettez-moi de revenir en arrière un instant et de dire que l'un des éléments qui persistent de manière particulièrement virulente est allié à une grande partie de l'establishment de la sécurité nationale, qui n'est pas nécessairement néoconservateur. Et cela se manifeste dans l'engagement envers l'Ukraine. Ils sont vraiment en colère parce que, et les gens ne comprennent pas cela, nous travaillons sur la question ukrainienne depuis mon administration avec George W. Bush. Nous avons travaillé avec les Européens pour faire élire des gouvernements qui seraient favorables à l'adhésion à l'OTAN, au Danemark, en Norvège et en Finlande, pour obtenir des secrétaires généraux de l'OTAN qui étaient de véritables disciples de l'Amérique. Jens Stoltenberg étant le plus en vue, mais de l'assume était arrêt du même acabit. On fait tosra. Et maintenant, tout s'est arrêté brusquement avec Trump, soi-disant. Du moins, il a déclaré que cela allait s'arrêter brutalement. Ces gens-là sont plus en colère qu'un SM de frelon. Et donc, il y a aussi cet élément qui est vraiment furieux, pas nécessairement néoconservateur, au sens où ils en seraient des membres à part entière, comme d'autres que je pourrais nommer, mais ils sont indignés par le fait que nous sommes en train de démanteler l'OTAN et, en même temps, d'abandonner le courageux groupe de personnes pro-américaines en Ukraine, cette démocratie libérale en Ukraine, ce qui est totalement absurde. Mais c'est ainsi qu'ils l'ont conçu, c'est ainsi qu'ils l'ont construit, c'est ainsi qu'ils l'ont présenté, et maintenant, il semble qu'il va l'abandonner. Et surtout, il va abandonner leur héros, Volodymyr Zelensky. Il va l'abandonner. Donc, il y a beaucoup de colère dans cet élément persistant. Et une grande partie de cet élément persistant concernant l'Ukraine se trouve à la CIA. Et je ne pense pas une seconde que Tulsi Gabbard, en tant que directrice du renseignement national, sera capable de opposition écartée, sera capable de maîtriser cela. Et elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Il y a des choses que l'agence fait en ce moment en Ukraine encore, dont Trump n'a même pas connaissance. Je vous garantis presque qu'il n'en sait rien. Ce n'est pas une explication parfaite de ce qui se passe, mais c'est vraiment une soupe très chaude avec beaucoup d'ingrédients. Et Trump n'a aucune idée de comment la refroidir et la manger. Il n'a tout simplement aucune idée. Je l'ai écouté ce matin lors d'une sorte d'interview piège et il a répondu à une question d'un journaliste dans le public à propos du recrutement. Eh bien, le recrutement est catastrophique en ce moment. Il a répliqué en disant « Notre armée est formidable, elle est merveilleuse. Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Où avez-vous entendu ça? Nous recrutons plus que jamais. Oh, blablabla. » Voilà, c'est en gros sa réponse à presque toutes les questions de fond. Tout va à merveille, c'est juste que vous ne vous en rendez pas compte. Alors, sortez de mon pool de presse. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne que pendant un court moment. Avez-vous vu ces taux de désapprobation? Oui, non, ça baisse. Non, le taux d'approbation baisse. Oui, le taux d'approbation baisse. Mais je regarde davantage le taux de désapprobation que le taux d'approbation. Car il semble y avoir un décalage dans la façon dont les gens sondent ces choses. La plupart de nos sondeurs, je ne sais pas pour les vôtres en Europe, mais la plupart de nos sondeurs font des sondages pour prouver quelque chose. Ils ne sondent pas pour savoir ce que pensent les gens. Ils sondent pour prouver quelque chose. Et ils ont leurs idées préconçues lorsqu'ils font leur sondage. Mais le taux de désapprobation n'attire généralement pas autant leur attention que le taux d'approbation. Donc, c'est le taux de désapprobation que je surveille. Et il grimpe. Il grimpe. Il est au-dessus, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, il était à environ 52% ou 53%. Et il continuait de monter. Donc je ne sais pas s'il y prête attention.
I don't know if he pays any attention to that. It doesn't look like he does because he will go out and do something. Il ne semble pas qu'il le fasse, car il sort et fait quelque chose qui ne fait qu'accentuer ce qui se passe à l'instant. Soit il ment, soit il fait quelque chose d'extrême avec l'économie. Donc, je dois dire que je n'arrive pas à comprendre cet homme. Je ne sais pas où il en est, ni ce qu'il va faire d'un jour à l'autre. Je sais qu'il a commencé, et je pense que le seul membre sensé et raisonnable de l'administration désormais, je suppose, avec un statut officiel d'envoyé spécial, c'est vraiment le secrétaire d'État. Et je suis assez convaincu que Trump a fait cela exprès, car je ne pense pas qu'il aime beaucoup Marco Rubio. Il a donc, en quelque sorte, remis Rubio à sa place, en mettant Witkoff dans toutes les crises possibles à travers le monde, pratiquement. Mettez-le à Gaza, mettez-le en Ukraine, mettez-le en Iran. Mais il semble être une personne stable, et il semble penser de manière logique. Et il semble avoir un peu de sagesse, pas beaucoup de connaissances historiques sur ce dont il s'occupe, ce qui est un vrai problème. Mais néanmoins, il est prêt à écouter, comme cela a été indiqué à Mascate la première fois et la seconde fois. Il est prêt à écouter, et il ne prend pas conseil auprès de Mike Waltz. Car Mike Waltz affirmait que Witkoff avait tort, que rien de ce qu'il avait dit aux Iraniens lors de la première réunion, indirectement, rien de ce qu'il leur avait dit n'était correct, que nous n'allions rien faire avec l'Iran, à part les désarmer complètement. Il ne voulait pas être complètement désarmé. Les discussions étaient terminées. Eh bien, Witkoff est retourné à la deuxième réunion et n'a absolument pas prêté attention à cela. Donc apparemment, nous allons avoir d'autres réunions. Mais qui sait vraiment ce qui se passe entre Waltz, Rubio, Witkoff et Trump? Apparemment, Witkoff n'écoute que Trump, et c'est probablement une bonne chose. Mais alors il faut se demander, qu'est-ce que Trump lui dit? Regardez l'Ukraine en ce moment. Il y a 4 questions importantes qu'il n'aborde pas vraiment de manière logique. Il y a l'accès à l'intérieur de l'Ukraine. Il y a l'accès entre Kiev et Lyubil. Il y a l'accès entre Washington et Kiev. Et il y a l'accès entre l'Ukraine, Kiev, si vous voulez, et Moscou. Il faut traiter ces 4 composantes à peu près simultanément. Et il faut s'occuper de ces 4 composantes. Or, tout ce que Trump semble faire, et apparemment tout ce que Witkoff semble faire aussi, c'est de traiter avec Poutine et de laisser les autres aspects aller où bon leur semble. Eh bien, cela ne fonctionnera pas, car Poutine n'acceptera pas un accord, alors que les 3 autres aspects continuent de perturber fortement la situation, simplement parce que nous voulons une relation avec Moscou. Un Russe m'a demandé un commentaire hier, et j'ai essentiellement dit que c'est ce qui, selon moi, doit se produire. Et d'ailleurs, à la fin, il faut qu'un effort significatif ait pris de l'ampleur en vue d'une nouvelle relation de sécurité en Europe, qui inclut la Russie. Je l'ai appelé un nouvel euro. Vous savez, peu importe comment vous voulez l'appeler, architecture de sécurité eurasienne. Je n'aime pas inclure l'Asie là-dedans. Je préfère parler d'une architecture de sécurité européenne qui inclut la Russie. Et je ne vois pas beaucoup de travail là-dessus en ce moment. Peut-être parce qu'ils se rendent compte que les 3 autres vont tout gâcher, mais je ne vois pas beaucoup de travail sur quoi que ce soit. Et Gaza? Bien sûr, si vous voulez avoir la nausée, regardez Ben Gvir à Mar-a-Lago. Regardez Ben Gvir faire l'éloge en anglais à Mar-a-Lago. J'aime tous ces gens. Je vous aime vraiment. Et ce que nous faisons, vous devriez voir comment nous torturons les gens. Vous devriez venir dans nos prisons, visiter nos prisons, et voir comment nous torturons les gens. Et les gens applaudissaient. Les gens étaient assis autour de cette table de dîner luxueuse, ou peu importe ce que c'était, et ils applaudissaient. Je dois admettre que ce matin, j'ai vu des articles de presse et regardé des vidéos où ils parcourent le pays en essayant de faire la même chose devant différents publics. Et ils l'ont tourné en ridicule. Ils lui ont lancé des œufs et ce genre de choses.
C'est ce qui devrait arriver à Ben Gvir. En fait, il devrait être arrêté et remis à la Cour pénale internationale. Mais l'administration a tellement de fer au feu et fait si peu de choses stratégiquement à leur sujet que je ne sais pas où ils vont. Je ne sais tout simplement pas où ils vont. J'ai regardé un peu Doug McGregor dans votre émission et je suis d'accord avec la plupart de ce que dit Doug, en particulier sur les aspects négatifs. Je ne suis pas d'accord pour dire que nous n'avions pas de stratégie pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, Kitos are always. On l'a appelé « Nous allons être l'arsenal de la démocratie ». Et McNair, Marshall et d'autres ont dit « D'accord, mais cela signifie que nous allons devoir limiter nos effectifs sur le terrain. » Et ils ont fixé une limite à ces effectifs. Nous avons failli le payer lors de la bataille des Ardennes, la contre-offensive de 1944-45. Nous y avons subi 78 000 pertes. C'était notre stratégie, car nous ne voulions pas retirer complètement les hommes de la base industrielle. Nous savions que nous ne pouvions former qu'un certain nombre de divisions, tout en conservant cette base industrielle, qui nous approvisionnerait, ainsi que les Français libres, les Polonais libres, massivement les Soviétiques et les Britanniques. Nous avons fait cela. C'était une stratégie très réussie, parce que regardez ce que nous avons accompli. Joe Staline savait ce que nous avions fait. Nous avons utilisé la Russie pour vaincre l'Allemagne, en somme. Puis nous avons débarqué et avons failli tout perdre lors de cette contre-offensive. Si Hitler avait obtenu ce qu'il voulait, avec le groupe d'armée B de Model, s'ils étaient allés à Anvers et avaient pris Anvers, et coupé les Canadiens, les Britanniques et les Américains en prenant le port logistique d'Anvers, nous aurions été chassés du continent. Et cela aurait été... Ils auraient peut-être quand même perdu face aux Soviétiques, mais cela aurait été une sacrée défaite pour Roosevelt et pour Churchill. Et Eisenhower a failli être relevé de son commandement parce qu'il savait qu'il avait commis une grosse erreur. Et c'est aussi pour cela que nous ne sommes pas allés jusqu'à Berlin, car la situation était tellement amère pour Eisenhower qu'il ne voulait pas entrer dans Berlin et mener des combats de rue. Il a laissé les Russes s'en charger. Et qu'avons-nous obtenu? Nous avons eu le rideau de fer en Europe de l'Est, et ainsi de suite. Donc, c'était une stratégie imparfaite. Mais dire qu'il n'y avait pas de stratégie est une pure absurdité. George Marshall était le chef d'état-major de Jack Pershing pendant la Première Guerre mondiale. Nous avions aussi une stratégie pendant la Première Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas d'imiter les Français et les Britanniques et de considérer les pertes comme le critère du succès sur le champ de bataille. Nous ne voulions pas subir de pertes massives. Alors, est-ce que Wilson avait une stratégie? Oui, il voulait rendre le monde sûr pour la démocratie. Et il comptait le faire à Versailles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Eh bien, il ne l'a pas fait, et je suis d'accord avec Doug là-dessus. Mais ne disons pas que nous n'avions pas de stratégie. Nous en avions une. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous n'en avons tout simplement pas aujourd'hui. Nous n'avons pas eu d'approche stratégique de notre règne impérial depuis Bill Clinton. Cela a disparu avec H.W. Bush, Jim Baker, Dick Cheney, Colin Powell et les autres membres de cette administration. Surtout Brent Scowcroft, qui était un génie stratégique. Nous n'avons plus eu cela. Nous sommes donc privés de leadership depuis des décennies. Comment expliquez-vous cependant les changements dans les précédents Américains? Parce que pendant les élections, ils donnent tous l'impression de « Eh bien, je ne veux pas dire que ce n'est pas sincère, mais prenons par exemple Clinton en janvier 1995. Il avançait l'argument que si l'on élargissait l'OTAN, on risquait de rediviser l'Europe et de refaire de la Russie un ennemi. Donc ce ne serait pas une bonne idée. Pourtant, il l'a fait quand même. Et quand Bush a été élu, je me souviens de sa campagne. Un point clé était
Nous n'allons pas faire de nation building comme Clinton l'a fait dans les Balkans. Nous ne faisons pas de nation building. Et puis bien sûr, il l'a fait de façon décuplée en Afghanistan et en Irak. Il faut tromper le peuple américain. Pour être élu, il faut tromper le peuple américain. Ou du moins, c'est ce que font tous les deux. Donc, tu le considères pas forcément comme authentique, parce que quand, encore une fois, Obama, j'y ai vraiment cru quand il a mené cette campagne sur le changement. Tu sais, on peut pas continuer après encore 2 administrations Bush. On peut pas continuer comme ça. Le changement, tu vois? Et puis, yes we can, tout ça. Encore une fois, j'ai fait campagne pour lui. Je suis sorti directement du Parti républicain. Je suis toujours républicain aujourd'hui. Mais j'ai fait campagne pour Barack Obama. On lui a donné un prix Nobel de la paix à cause de ses discours magnifiques. Nous sommes tombés dans le panneau aussi, je suppose. C'est devenu sa seule qualité positive. Il savait faire un bon discours. Mais je dois dire que lorsque je l'ai rencontré dans la salle Roosevelt en novembre 2015, qui était la dernière année de son second mandat, les premiers mots qu'il a prononcés à mon égard et à l'égard du général Paul Eaton, assis à ma gauche, ont été « Il y a un parti pris dans cette ville en faveur de la guerre. » Oui. Et ensuite, il nous a fait une dissertation sur la façon dont il s'était essentiellement laissé convaincre d'intervenir en Libye par, il ne l'a pas dit, mais nous le savions, 2 femmes, Samantha Power et Hillary Clinton. Et John Kerry était assis juste à côté de lui, alors secrétaire d'État. Et nous nous sommes demandé, le général Eaton et moi, en sortant dans la salle de réception de l'aile ouest, nous venions juste de faire une photo officielle avec lui dans le bureau ovale. Nous sommes sortis de la salle de réception de l'aile ouest et nous nous sommes demandé, parlait-il à nous, à John Kerry ou à lui-même? Et le général m'a regardé et a dit, je pense aux 3. J'ai répondu, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. Parce qu'à ce moment-là, vous vous en souvenez peut-être, Kerry plaidait pour l'envoi de forces terrestres américaines en Syrie. Et donc, le président a saisi cette occasion, non seulement pour dire qu'il avait appris quelque chose en septembre, le Léviathan attiré par la guerre, bien sûr, Monsieur le Président, mais il disait aussi à Kerry de se taire, de façon indirecte, lors de cette réunion. Et cela se voyait sur le visage de John Kerry. Obama s'est fait avoir par beaucoup de gens, et il s'est fait avoir, je pense, surtout, par sa propre confiance en lui-même. Et cela n'a pas fonctionné. J'ai vu la même chose arriver à Powell. Powell pensait qu'il pouvait tout gérer, et il a découvert qu'il ne le pouvait pas. Donc Obama n'était pas optimiste à propos de la Libye, mais ce sont Samantha Power et Hillary Clinton qui l'ont convaincu. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Tu te souviens qu'il a envoyé Samantha à l'ONU et l'a éloignée de Washington. Et bien sûr, John Kerry est devenu secrétaire d'État. Je ne crois pas qu'il ait été satisfait de l'un ou de l'autre. Je pense qu'il estimait qu'il lui avait vendu du vent, surtout en ce qui concerne la Libye. Et ces remarques qu'Hillary a faites l'ont autant agacé que moi, parce qu'on en a parlé en privé. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. J'ai dit que c'étaient les propos diplomatiques les plus maladroits que j'ai jamais entendus de la part d'un soi-disant diplomate américain. Accompagné de ce petit rire, bien sûr. Je pense qu'elle avait répété ces phrases. Je pense qu'elle avait pleinement l'intention de les dire à un moment important de son interview. Elle avait peut-être l'air d'une dame de fer. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle voulait dire par là. Elle se présentait à la présidence. Elle était candidate à la présidence depuis qu'elle avait quitté son poste de première dame. Et vous savez, j'ai dû traiter avec elle dans une certaine mesure lorsque j'allais aux réunions de clôture au département d'État,
parce que le secrétaire adjoint aux affaires législatives, Paul Kelly, était un bon ami à moi, un ancien marine, un bon ami. Donc j'allais aux réunions de clôture quand je le pouvais, le soir, de 17 à 18 heures, et j'écoutais ce que son secrétaire adjoint disait à propos du Sénat et de la Chambre des représentants. Et j'écoutais le suppléant du Sénat parler de la façon dont Hillary Clinton était l'une des personnes au Sénat capables de franchir les lignes partisanes et de traiter très efficacement avec l'autre camp. Et j'ai eu l'impression que, eh bien, peut-être qu'elle était une assez bonne sénatrice. Puis, plus tard, environ 1 an et demi après, j'ai commencé à écouter un peu plus attentivement ce que Jim disait à propos du Sénat. Et j'ai commencé à comprendre qu'elle suivait toujours son propre chemin. Elle se présentait à la présidence. Et je pense qu'elle a eu le choc de sa vie lorsqu'elle n'a pas été élue. Mais je me souviens qu'il y avait aussi des articles, c'était dans le New York Times, à propos d'Obama. Il voulait se retirer des guerres, je crois surtout d'Irak. Mais ensuite, ses collaborateurs issus de, j'ai oublié de quel groupe de réflexion, ont dominé son administration. Centre pour une nouvelle sécurité américaine. Oui, ils ont réussi à le convaincre de poursuivre cette guerre aussi. Aviez-vous des réflexions à ce sujet? Une des raisons pour lesquelles ils l'ont fait, Glenn, c'est parce qu'ils savaient ce que nous faisions pour construire l'État islamique. Nous avons créé l'État islamique. Nous avons créé Daesh. Nous avons éliminé Abu Zarqawi. Nous l'avons éliminé. C'était l'homme clé. Après sa mort, ce sont des dirigeants sunnites irakiens, principalement issus de la garde républicaine irakienne, qui ont pris la relève. Ils connaissaient l'artillerie, la guerre blindée, la coordination de la puissance aérienne. C'étaient des militaires, et des militaires plutôt compétents. Ils sont devenus incompétents, à bien des égards, à cause du leadership de Saddam Hussein et de la façon dont il les contrôlait et les tenait constamment en laisse. Mais ils n'étaient pas une si mauvaise armée, et ils avaient du bon matériel soviétique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est conclure un accord avec la CIA et avec ses restes de... Eh bien, c'était tout, d'Al-Qaïda à n'importe qui d'autre. C'était un groupe de terroristes, assemblés à la va-vite, que Zarqawi avait mis en place. Zarqawi était un fabricant de poison dans les montagnes. Et soudain, il est descendu. Je crois qu'il était kurde, si je me souviens bien. Quoi qu'il en soit, il est descendu, et Saddam Hussein ne l'aimait même pas. Il était tellement mauvais. J'ai appris tout cela quand je préparais Powell pour la présentation à l'ONU. Et ils ont mis en place cette organisation qui, lorsque les États-Unis se seraient retirés d'Irak d'une manière ou d'une autre, allait prendre la Syrie, le nord de l'Irak. Vous savez tout, le califat. Vous savez, ils voulaient un califat. Eh bien, ce n'était pas ce que voulaient les membres de la garde républicaine. Quand vous voyez ces types tirer des obus d'artillerie avec précision, quand vous les voyez manœuvrer des chars et tout le reste, ce n'étaient pas des gens venus d'Al-Qaïda ou d'une autre organisation terroriste. C'étaient des membres de la garde républicaine irakienne. Donc nous avons créé, la CIA a aidé à créer cette entité et les a envoyés en Syrie afin de déstabiliser Assad. Nous avons été choqués lorsque l'insurrection a commencé en Irak. Le plan initial était de passer ensuite à la Syrie. Et nous pensions, l'armée pensait, qu'Assad céderait immédiatement. Il nous suffirait de faire passer quelques chars de l'autre côté de la frontière et il reculerait parce qu'il avait vu ce qui était arrivé à Saddam Hussein. Eh bien, les insurrections se sont développées si rapidement que Rumsfeld a dû annuler cela. Donc, nous ne sommes pas allés en Syrie. Wes Clark vous dira que nous devions aller en Syrie, puis en Iran. Et peut-être dans d'autres endroits aussi. Mais tout ce que j'ai jamais entendu, c'était le briefing sur la Syrie.
Et j'ai aussi entendu le briefing quand nous avons fait marche arrière. Nous n'allions pas entrer en Syrie. Et cela en partie parce que Tommy Franks n'avait pas écouté Colin lorsque Colin lui avait dit « Il te faut au moins 250 000 soldats ». When Colin had told him, you need at least 250,000 troops. And if you're going to do all this, you need at least... Et si vous comptez faire tout cela, il vous faut au moins 250 000 hommes. Et vous aviez l'expérience de la première guerre du Golfe, où nous en avions plus de 600 000. Beaucoup d'autres pays y ont participé, y compris les Syriens, les Français et les Saoudiens. Et Tommy a finalement perdu patience avec Colin et lui a répondu « Écoute, Rumsfeld allait me donner 50 000 hommes au total. Je suis content d'en avoir eu 160 000. » Et puis, Rumsfeld a laissé cette division en suspens en mer pendant si longtemps. 16 000 hommes qui devaient passer par la Turquie. Mais les Turcs ont rechigné à la dernière minute et ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas entrer par le nord. Nous avons donc dû les faire contourner et ils sont restés en mer pendant longtemps. Rumsfeld ne les a pas laissés débarquer parce qu'il voulait être perçu comme l'homme qui avait renversé Saddam Hussein avec le moins de troupes possible, puis faire tomber aussi Bachar al-Assad, parce que tout cela relevait du choc et effroi. Ça n'a pas marché. Et donc partout, tu sais, on se retrouvait les bras ballants, pas d'opération en Syrie, et on a développé une insurrection avec la CIA. Pour faire court, on a dû revenir combattre nos propres créations. C'était tellement grave, Glenn, qu'on a eu des marines qui tiraient sur des agents de la CIA et des agents de la CIA qui tiraient sur des marines en Syrie parce que l'un ne savait pas ce que faisait l'autre. Et la CIA travaillait aussi avec Al-Qaïda. Mais à quel moment ont-ils perdu le contrôle, cependant? Parce que je peux comprendre que les agences de renseignement américaines aient soutenu ces groupes djihadistes comme instruments dans une guerre par procuration. Mais à partir de quand les États-Unis, enfin je suppose, ont-ils perdu le contrôle sur eux et ont-ils commencé à les attaquer? Eh bien, lorsque nous avons dû revenir et qu'il semblait qu'ils allaient faire des progrès significatifs, nous ne pensions pas que Petraeus avait vraiment... David Petraeus avait dit au président à maintes reprises que sa formation, rappelez-vous, il avait commencé comme général 2 étoiles à la tête du MNS-TCI, le commandement de la formation en Irak, se passait bien. Il disait au président, lors de vidéoconférences sécurisées presque chaque semaine, que tout allait bien, que toutes ces personnes étaient très bien formées et allaient être capables d'assurer non seulement la sécurité intérieure, mais aussi la sécurité extérieure de l'Irak. Cela faisait partie du processus menant à notre départ éventuel. Eh bien, je recevais des rapports de mon informateur sur le terrain en Irak, indiquant que le taux d'absentéisme non autorisé dans ces bataillons atteignait parfois 30%. Et je recevais d'autres rapports qui disaient qu'ils ne savaient pas tirer droit et qu'ils n'étaient pas si bons que ça comme soldats. Or, Petraeus envoyait des rapports élogieux au président. Donc nous pensions que l'armée que Petraeus avait en grande partie formée et dont il avait fait des rapports si positifs au président serait capable de gérer ce qui restait de l'insurrection ou autre. Et je ne suis même pas sûr que l'armée conventionnelle, la main droite, savait complètement ce que faisait la CIA, la main gauche. Donc nous avons dû revenir parce qu'ils sont devenus des unités qui prenaient et tenaient le terrain. Et donc, nous avons dû... Obama n'avait pas le choix. Il a dû renvoyer des forces en Irak parce que l'armée irakienne n'était pas à la hauteur. Et ils l'ont supplié de revenir, ce qui était vraiment assez rare. Ils voulaient que nous partions. Et puis nous suppliaient de revenir. Cela signifiait qu'ils comprenaient vraiment que leur armée n'était pas compétente pour gérer la situation. Je veux dire, on parle d'un groupe de personnes qui se sont réunies, se sont un peu entraînées,
avec la garde républicaine derrière eux pour les aider. Beaucoup d'équipements, beaucoup de munitions, beaucoup d'artillerie et tout le reste. Mais malgré tout, l'Irak avait l'équivalent. Mais ils avaient peur. Alors ils nous ont rappelés. Et nous sommes là-bas à peu près depuis ce temps-là. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et c'est en partie un cauchemar parce que l'Empire ne sait pas ce qu'il fait d'un jour à l'autre. Il y a tellement de gens impliqués dans la soupe qu'il n'a même pas le temps de la manger. Avez-vous des informations concrètes sur ce qui se passe en Syrie? Parce que j'imagine que les États-Unis voulaient utiliser Jolani et ses sbires pour faire pression sur Assad et affaiblir sa position. Mais voulait-il vraiment qu'il se retrouve là où il est aujourd'hui, à diriger une partie de la Syrie? Je veux dire, peut-il être civilisé ou contrôlé? Ça semble tellement... La façon dont il était, vous savez, avec une prime sur sa tête, et le lendemain, on en vient à le présenter comme le champion d'une nouvelle Syrie démocratique. Au bout d'un moment, ça devient vraiment caricatural. On se dit que ça ne pouvait pas être leur premier choix, j'imagine. Certains signes montraient à quel point la situation allait être chaotique lorsque Israël subissait vraiment des pertes, tout en continuant à harceler le Hezbollah. Et tout à coup, nous avons demandé à Netanyahou d'arrêter et de se préparer à une autre action. Et cette autre action, bien sûr, concernait la Syrie. Nous le lui avons dit, il était plus qu'heureux de s'y atteler, alors il a mis en place un élément de type force d'économie, force de maintien au Liban. Quoi qu'il en soit, le cessez-le-feu était en train de se mettre en place à ce moment-là, en partie à cause de cela, et il s'est lancé en Syrie. Nous pensions donc que Netanyahou convoitait autant de territoires syriens qu'il pouvait en obtenir, et qu'il poussait bien au-delà de la station de ski, le mont Hermon, je crois que ça s'appelle comme ça, peu importe, et bien au-delà du Golan déjà occupé, vers le sud du Golan et jusque dans des lacs, des rivières, des réservoirs et d'autres endroits où il investissait, parce qu'ils veulent de l'eau. Ils veulent de l'eau partout où ils peuvent en trouver. C'est une des raisons pour lesquelles ils veulent rester au Liban. Ainsi, Netanyahou s'est joint à la mêlée et est devenu notre instrument en Syrie pour contrer Erdogan, car nous étions vraiment inquiets et nous parlions à Erdogan. Mais nous étions préoccupés par ce qu'il faisait et ce qu'il disait lors des discussions. Il disait que tout ce qu'il voulait faire, c'était s'occuper de cet élément de la population kurde en Syrie qui lui posait problème. Et ensuite, il serait content, il serait satisfait et il n'enverrait plus de troupes en Syrie. Et Netanyahou était également préoccupé. Vous vous souvenez peut-être que Netanyahou et Erdogan se sont rencontrés pour en discuter. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils ont décidé, mais je pense ils se sont répartis les tâches. Et Israël a dit qu'il continuerait à bombarder tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une pièce d'armement en Syrie, y compris à Damas, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises. Et ils s'occuperaient de tout ce qui devait l'être si cet homme agissait d'une manière qui semblait aller à l'encontre des intérêts d'Erdogan ou d'Israël, ce qu'Israël a fait. Ils ont eu quelques affrontements assez violents avec les FDI, ses troupes, à lui. À chaque fois, ces hommes se sont bien défendus, mais ils ont été vaincus par les FDI avec des pertes importantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Trump nous retire de là-bas. Mais vous remarquerez qu'il a annoncé ce retrait il y a 2 ou 3 semaines. Nous ne sommes toujours pas partis. Nous avons encore environ 1 millier de soldats sur place, qui traînent un peu. Mais c'est un chaos. La Syrie est un chaos. Mais Israël tire profit de ce chaos. Et je soupçonne que vous ne verrez jamais Israël, si l'État reste uni, ce qui devient de plus en plus incertain, quitter la Syrie à nouveau. Ils auront une portion assez importante de territoire syrien riche en eau, au-delà du plateau du Golan.
Donc, avant que les djihadistes, soutenus par la Turquie, n'envahissent la Syrie, cet accord de paix, ou plutôt ce cessez-le-feu, qui a été conclu entre Israël et le Liban, ou le Hezbollah, vous dites qu'il a été coordonné avec les États-Unis. Oui, si vous vous souvenez, Lloyd Austin se tenait à la frontière avec le Hezbollah, avec son homologue de la Tzahal, j'ai oublié le nom du général. Mais il était là, et disait, ça va s'arrêter, nous allons avoir un cessez-le-feu, nous allons avoir des lignes délimitées, et tout cela. Et cela ne sera plus un élément qui détourne les soldats israéliens d'autres missions qu'ils doivent accomplir, c'est-à-dire Gaza, je suppose. Et puis j'ai découvert qu'Austin n'avait pas forcément menti, mais il savait que ce n'était pas le cas, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait que le cessez-le-feu allait avoir lieu, parce que nous voulions qu'Israël couvre nos arrières, pendant qu'Assad était soit renversé, soit combattait farouchement. Et c'est la raison pour laquelle le cessez-le-feu a eu lieu aussi rapidement. Pas parce que Austin et Netanyahou le voulaient, mais parce qu'ils voulaient détourner des forces. C'est fascinant. Je viens d'avoir une petite digression. Vous avez mentionné plus tôt que les États-Unis faisaient pression pour que la Suède et la Finlande abandonnent leur neutralité. Encore une fois, elles sont restées neutres pendant toute la guerre froide, et leurs armées, surtout en Suède, étaient plutôt favorables à une adhésion à l'OTAN. Mais les populations suédoises et finlandaises étaient toujours, eh bien, la majorité n'y était pas favorable. Comment cela s'est-il passé? Nous le savions, et nous avons lancé des efforts majeurs. Ils sont toujours en cours dans des pays comme... Quand cela a-t-il commencé, et comment cela a-t-il été fait, ces efforts? Cela a commencé en 2002. Cela a commencé sous mon administration. Et cela a vraiment pris de l'ampleur avec Jens Stoltenberg. Nous voulions que Jens Stoltenberg devienne le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Et nous étions absolument déterminés à cela. Pourquoi? Parce que nous savions que c'était notre homme. Nous savions qu'il ferait ce que nous voulions qu'il fasse. Nous savions qu'il était sur la même longueur d'onde que nous concernant l'élargissement de l'OTAN. Nous parlons ici, à terme, de probablement tous les pays que nous considérerions comme géographiquement situés en Europe, peu importe leur taille, peu importe leur degré de criminalité, peu importe leur manque de démocratie. Chaque pays d'Europe allait devenir membre de l'OTAN. Et il nous fallait une toute nouvelle stratégie concernant ceux qui résistaient, soit par neutralité, soit simplement parce que leur population ne souhaitait pas adhérer à l'OTAN. Alors nous avons commencé à faire ce que nous appelons des révolutions de couleur. Elles étaient orchestrées à l'intérieur des pays. Chaque pays avait son propre dispositif qui comprenait tout, des organisations non gouvernementales aux organisations quasi-gouvernementales, en passant par les organisations gouvernementales, ainsi que des visites politiques de sénateurs et de représentants. Cela constituait une part importante de la campagne. Et ils ont concentré toutes ces actions, clandestinement et ouvertement, comme les visites de délégations du Sénat et de la Chambre, sur les personnes dans le pays qui voulaient se conformer à nos souhaits, qui voulaient que leur pays devienne membre de l'OTAN, peu importe depuis combien de temps ils étaient neutres, comme c'était peut-être le cas pour certains Scandinaves. Ils voulaient que leur pays devienne un vassal des États-Unis afin d'obtenir les étoiles sur leurs épaules, les chars, les F-35 et tout le reste. Et cela a très bien fonctionné. À mon avis, nous n'avons échoué qu'avec 1 ou 2 pays qui figuraient en haut de notre liste de cibles. Principalement parce que, et c'est mon hypothèse à ce sujet, l'héritage communiste n'était pas le même que dans d'autres pays qui avaient été derrière le rideau de fer, ni quelque chose qui effrayait les Scandinaves ou d'autres pays qui n'avaient pas été derrière le rideau de fer.
Dans un ou deux pays, cela a fonctionné, et l'adhésion à l'OTAN a été vraiment bien accueillie. Dans d'autres pays, ce n'était pas le cas. Je dirais que Viktor Orban en Hongrie et peut-être la Slovaquie sont deux de ces pays où il n'y avait pas ce sentiment. Nous avons été sous le joug de l'Union soviétique. Nous ne voulons pas maintenant être sous le joug des Russes, car ils ne sont pas différents. Ils se donnent juste un autre nom. Et donc, nous ne voulons pas de cela. Et c'est ce qui a poussé la Pologne, par exemple, et d'autres, à vouloir devenir membres de l'OTAN, à vouloir désespérément devenir membres de l'OTAN, à vouloir être des membres dominants de l'OTAN. Certains de ces autres pays ne le voulaient pas. Donc nous avons perdu dans quelques-uns de ceux où nous avons essayé cela, mais nous l'avons tenté dans chacun d'eux. Cela a très bien fonctionné au Monténégro. Cela a très bien fonctionné en Albanie. J'ai dit à Powell, pourquoi voulons-nous des États criminels dans l'OTAN? L'Albanie, c'est un État criminel. Le Monténégro vole plus d'automobiles qu'il n'en est volé aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fabrique? Comment peuvent-ils satisfaire aux critères d'adhésion de l'OTAN? Je ne sais pas, a-t-il répondu. Mais nous l'avons fait. Nous les avons intégrés et nous avons orchestré ces campagnes pour obtenir ce que j'appelle des tyrannies de la minorité. Nous avons trouvé la minorité politique, pas la majorité politique, qui voulait l'adhésion à l'OTAN, qui la voulait désespérément, et nous l'avons soutenue jusqu'au bout. Nous avons acheté des journaux, nous avons acheté des magazines, nous avons acheté des articles. La même chose que nous avons faite en Italie en 1948, quand nous ne voulions pas que les communistes soient élus. Nous avons acheté le gouvernement italien, nous avons acheté le gouvernement iranien en 1953. Nous avons acheté le gouvernement, où était-ce au Guatemala, en 1954, et ainsi de suite. Eh bien, cette fois, c'était beaucoup plus sophistiqué. Il ne s'agit pas d'agents de la CIA, à proprement parler, qui font cela. Ce sont des campagnes orchestrées par la CIA, menées par des organisations non gouvernementales, parfois en connaissance de cause, parfois non. C'est ce que nous avons utilisé pour la Géorgie, par exemple. C'est ce que nous utilisons en ce moment en Géorgie, en essayant d'intégrer le gouvernement actuel dans sa direction politique, puis en essayant de les faire sortir. Et nous essayons de remettre en place le gouvernement précédent, parce que ce sont eux qui veulent, vous savez, tenir tête à la Russie, devenir membre de l'OTAN, et ainsi de suite. Mais le gouvernement actuellement en place est très équilibré. Ils veulent de bonnes relations avec l'UPA Mohamed, de bonnes relations avec Washington, de bonnes relations avec l'OTAN et de bonnes relations avec Moscou. Nous n'aimons pas cela. Donc nous essayons de les renverser. C'est comme ça que nous faisons des affaires aujourd'hui. Nous n'agissons pas directement. Nous agissons par le biais d'actions directes, menées par des ONG et d'autres acteurs, qui, comme je l'ai dit, sont parfois conscients et parfois non. Ceux qui sont associés à l'Institut républicain sont le plus souvent conscients. Et je suppose que le National Endowment for Democracy serait l'une de ses principales ONG. C'est un gros morceau. C'est vraiment important. Et il y en a d'autres aussi, auxquels on ne penserait même pas pour ce genre de choses, comme la FDD. Et ils le font bien sûr, non seulement au nom des États-Unis, mais aussi au nom d'Israël. Parce que tout cela est en quelque sorte verrouillé, avec plusieurs partis qui participent à la planification et à la propagande. Par exemple, le Mossad et la CIA ensemble. Vous pouvez être sûr que le Mossad est en Ukraine. Et était-ce aussi l'approche adoptée envers l'Ukraine? Je veux dire, il n'est même pas nécessaire de remonter à 2014, mais déjà en 2004, avec la révolution orange, car cela s'est fait de manière assez flagrante. Je me souviens que Yushchenko, à l'époque, il avait même qualifié Lyubomir de parrain de la révolution orange. Il y avait, eh bien,
beaucoup d'ingérences qui étaient assez ouvertes. Et je suppose que la révolution des roses en Géorgie en 2003, la révolution orange en Ukraine en 2004, c'était vraiment des événements assez extraordinaires, car il y avait un mécontentement réel sur lequel on pouvait s'appuyer sur le terrain. Je veux dire, il y avait de la corruption, des déficits démocratiques, de nombreuses raisons pour lesquelles on pouvait manifester contre le gouvernement. Mais la volonté de rejoindre l'OTAN, tous les sondages la situaient autour de 20%. Personne ne voulait faire partie de l'OTAN. Mais tout mécontentement concernant la corruption ou autre a été détourné à des fins très géopolitiques, à savoir, rejoignons l'OTAN et opposons-nous aux Russes. Or, la grande majorité des Ukrainiens préféraient avoir des accords de sécurité avec les Russes, pas avec l'OTAN. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais là encore, dans les médias aussi, dans ce pays, tout cela a été présenté à l'époque comme un immense progrès démocratique, comme une révolution démocratique. Bien sûr, cela a échoué, parce que les Ukrainiens n'ont jamais voulu de ce gouvernement. Et puis en 2014, 10 ans plus tard, on a eu la même chose, mais de façon plus brutale encore, en purgeant l'ancienne opposition du gouvernement. Mais quelles ont été vos expériences de 2004, de toute la révolution des roses, révolution orange, en Ukraine? Un agent de la CIA m'a dit, « Larry, il n'y a jamais eu d'armes, d'outils ou d'instruments de politique nationale aussi puissants que nous aujourd'hui, parce que nous avons la démocratie libérale de notre côté. » Maintenant, réfléchissez à cela une minute. Ils avaient militarisé la démocratie libérale et ils utilisaient tous ces instituts et d'autres personnes fortement investies dans ce qu'ils faisaient, pays par pays, pour mettre en œuvre la démocratie libérale. Et comme il l'a dit, c'est une arme très puissante, probablement l'arme la plus puissante que nous ayons jamais utilisée. Et je pense que c'était une description, avec des nuances, à travers toute l'Europe, de ce que nous faisions et de ce que nous faisons encore. Comme je l'ai dit en Géorgie, nous avons échoué. En Roumanie, nous n'avons pas échoué. Nous avons réussi. Nous avavons fait partir Colin Georgescu. C'était lui qui au départ semblait devoir devenir le nouveau dirigeant roumain. Alors, nous l'avons évincé. Il est parti. Je ne sais pas exactement comment nous avons fait, mais je sais que nous l'avons fait parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'ils allaient le faire, et nous l'avons fait. Et il était parti. Cette semaine-là, j'étais censé l'appeler pour lui parler, parce qu'une personne que je connais très bien le connaît aussi très bien. Et il commençait vraiment à avoir des doutes, et il voulait que je lui parle pour essayer de le rassurer. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Je ne le connais pas du tout. Comment pourrais-je le rassurer pour qu'il reste? Il m'a dit, ils vont le détruire. Ils vont l'avoir. Je savais qu'ils allaient l'avoir. Et ils l'ont eu. Faisait-il cela en 2004 en Ukraine? Il n'avait pas besoin d'être aussi direct pour se débarrasser des gens en 2004. Mais oui, nous envoyons déjà des personnes du commandement européen en Ukraine dès 2005 et 2006 pour commencer à travailler avec. Tu es prêt? Les bataillons Azov et d'autres groupes similaires, afin de nous assurer que nous étions capables, sur le plan opérationnel, de fusionner le renseignement, les armes et d'autres choses. Nous avions même un général 4 étoiles qui aimait conduire de grosses motos, des Harley en particulier, et qui, de temps en tant que général 4 étoiles, enfourchait sa moto pour aller faire de la coordination. Tout cela se passait avant la période vraiment tendue de 2014, quand nous avons pris parti de façon si flagrante que c'en était pitoyable. Nous travaillions là-dessus depuis le début. Mais une partie de cet instrument de changement de régime ou de révolution de couleur, comme on les appelait, a-t-elle été démantelée maintenant? Parce que Trump avait supprimé ses financements.
C'est une question énorme. J'ai demandé l'autre jour si Tulsi, comme directrice du renseignement national, et Ratcliffe, on m'a dit que Ratcliffe était impliqué dans tout ça, qu'il soutenait tout ce qui se passait. Alors j'ai dit bon, vous me dites que Tulsi ne l'est pas et que Ratcliffe l'est. Comment diable va-t-elle le faire changer d'avis? Pas de réponse. Si Ratcliffe est un néoconservateur par excellence, ou quoi qu'il soit, mais qu'il est déterminé à maintenir tout cela, coûte que coûte. Et je sais bien comment la CIA maintient les choses en marche, alors que le président des États-Unis, le secrétaire d'État et le secrétaire à la Défense ne savent même pas ce qu'ils font. C'est la pratique courante aujourd'hui. Et le directeur reviendra en disant, eh bien, il faut donner au président une possibilité de déni plausible. Vous voulez dire que vous tuez des gens sans l'autorisation du président des États-Unis et sans un mémorandum de décision formel dans une directive présidentielle ou quelque chose de ce genre. Vous tuez des gens sur le terrain dans un pays étranger? Pas de commentaire. Et cela continue de président en président parce que le président n'a aucune clarté sur ce qui se passe sur le terrain avec la CIA. Et la CIA est devenue son propre acteur indépendant au sein de l'appareil de sécurité nationale. Et des gens avaient mis en garde contre cela. Des gens avaient mis en garde contre cela aussi lorsque nous avons créé le DNI, en pensant que le DNI serait la personne qui consoliderait le pouvoir et deviendrait incontrôlable par le président. Mais le DNI n'a jamais reçu ni argent, ni pouvoir humain. Trump avait promis de faire cela avec Tulsi, mais à ma connaissance, il ne l'a pas encore fait. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas le contrôle du budget, et du budget noir aussi, et si vous n'avez pas le contrôle sur les gens, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer les personnes, leur intelligence, leur talent, leur agilité, peu importe, de la CIA vers l'INR au département d'État, ou de l'INR au département d'État vers le bureau ou le personnel du DNI, ou la CIA ou autre. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors quel est votre pouvoir réel? Si tout ce que vous pouvez faire, c'est pontifier, quel est votre pouvoir réel? Or, Trump avait promis d'accorder cela à Tulsi parce qu'elle le savait, et elle en avait fait une condition pour accepter le poste, qu'il lui donne de l'argent et du pouvoir sur les personnes. Et je n'ai vu aucun signe de cela. Ratcliffe fait absolument ce qu'il veut, et Tulsi ne supervise pas vraiment. Et ce que fait Ratcliffe est tout sauf, à mon avis, ce que Trump lui demanderait de faire si Trump en était conscient. Donc on se retrouve avec un gâchis colossal, un désordre typique quand un empire arrive à sa fin. Et personne ne sait comment le contrôler. Personne ne sait comment mettre son doigt dans le gâteau et dire « Non, retirez cette cerise, partez ». Vous savez, on ne peut plus le faire parce que c'est devenu trop grand, trop incontrôlable, et il y a trop d'argent qui y circule. De l'argent d'ailleurs, qui ne vient que des presses à imprimer. Il n'y a rien derrière. C'est tout simplement incroyable. C'est incroyable. Je vous le dis, comme je l'ai dit, j'ai autant appris de mes étudiants, voire plus, à travers leurs études de cas, plus de 400 d'entre elles. Nous avons étudié tout, de la guerre de Corée jusqu'à l'incursion d'Obama en Libye. Savez-vous que des pilotes norvégiens de F-16 ont mené les bombardements en Libye? Désolé. J'ai dit Liban tout à l'heure. Ce sont des pilotes norvégiens de F-16 qui ont mené les bombardements en Libye. Je pense que nous avons largué 10% des bombes sur la Libye. Nous sommes 5 millions d'habitants, mais cela a été bénéfique pour promouvoir Jens Stoltenberg. L'un d'eux a été interrogé en ma présence. Je ne peux pas en dire plus, mais il a bien été interrogé en ma présence. C'était un jeune homme, plutôt beau, pilote de F-16, si je me souviens bien. Mais il était tellement excité
d'avoir enfin largué des bombes sur des êtres humains vivants. Je me disais, mec, tu crois que c'est un exploit? Tu es norvégien et tu penses que c'est un exploit? Larguer des bombes sur des êtres humains vivants? D'accord, très bien. J'imagine que c'est comme ça que l'armée de l'air voit les choses. Oui, je pense qu'à l'époque, il y avait des articles dans les médias affirmant qu'il avait dit au Premier ministre suédois que c'était un excellent exercice, une bonne façon de tester l'armée, qui devrait participer à cela. Mais je me suis toujours demandé dans quelle mesure l'implication de la Norvège en Libye en 2011 l'avait aidé à accéder au poste de secrétaire général de l'OTAN. Était-ce l'interventionnisme qui l'a rendu populaire à Washington, ou était-ce aussi, je suppose, son soutien à l'élargissement de l'OTAN? Je pense que cela a commencé assez tôt. Si je me souviens bien, il a joué un rôle déterminant pour obtenir notre soutien politique. Non seulement d'un ou deux pays, mais je crois de 4 ou 5 pays, qui nous ont aidés à obtenir un appui politique après le 11 septembre pour ce que nous faisions. Nous avions dressé ce gigantesque tableau après le 11 septembre, et il montrait en haut les missions diplomatiques et autres, et sur le côté gauche, les pays. Dans chaque petite case ainsi créée, il y avait un coin. Ce que cela indiquait, c'était « le Danemark apportera un soutien politique, et notre ambassadeur s'en chargera. L'Allemagne fournira ceci et cela, et le secrétaire d'État s'en occupera. » Le Pakistan exigeait que le président passe un coup de téléphone et que le secrétaire d'État ou son adjoint se rendent à Islamabad, car nous avions besoin de droits de survol, de droits de passage, d'aide logistique, et l'Ouzbékistan également. Ce tableau répertoriait donc tous les pays du monde, ainsi que chaque ambassadeur et chaque membre du cabinet chargé de mettre en œuvre les instructions du président concernant ce pays. Si cela devait dépasser le niveau de l'ambassadeur, cela incluait l'assistance militaire, le soutien politique, toutes ces choses-là. Et nous avons vraiment obtenu un excellent soutien, David Mextroth, de la part de Jens Stoltenberg dans ce processus. Cela s'est donc construit pendant un certain temps, je dirais, après le 11 septembre, environ un an. Parce qu'il nous a fallu un certain temps pour mettre en place cette matrice et que tout le monde commence à travailler dessus. Mais probablement, je dirais qu'au moins à partir de 2003, ça marchait à plein régime. Et nous identifions des personnes tout au long du processus. Nous en écartions certains parce que nous disions non, cette femme ou cet homme n'est pas le genre de personne dont nous avons besoin. D'accord, on raye celui-là. Allons chercher cette personne-ci ou celle-là. Et des gens étaient sur le terrain pour faire ce travail. Nos ambassadeurs, nos équipes sur place le faisaient aussi. Vous savez, Powell pouvait être l'instructeur. Parfois, c'était la CIA qui jouait ce rôle. Parfois, c'était le DoD qui faisait office d'instructeur, pour ainsi dire. Mais Powell a essayé de garder la main dessus, et il a tenté de comprendre ce qui se passait au sein de l'équipe du pays. Beaucoup eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais nos équipes de pays comprennent tous les éléments de notre bureaucratie, et les plus grandes comptent plusieurs membres de cette bureaucratie. Par exemple, vous pouvez avoir un chef de station pour la CIA et toutes sortes de personnes sous couverture diplomatique travaillant pour la CIA. Souvent, l'ambassadeur dans ce pays et l'équipe du pays en général, qui sont des civils, si vous voulez, ne savent pas ce que la CIA fait depuis leur ambassade. Souvent, le commandant militaire conventionnel, qui a ce pays particulier dans sa zone de responsabilité, ne sait pas ce que la CIA fait dans sa zone d'opération. Donc c'est extrêmement compliqué. Et Powell était parfois au courant de ce qui se passait, et parfois il ne l'était pas. Si George Tenet décidait qu'il ne voulait pas que Powell soit informé, alors Powell n'était pas informé. Et cela continue encore aujourd'hui. Si la CIA ne veut pas que l'ambassadeur et l'équipe du pays
à l'exception du chef de station, soient au courant de ce qui se passe au Pakistan, alors ils ne le sont pas. Parfois, le directeur de la CIA dira « Je ne veux pas que l'ambassadeur soit obligé de mentir. » Parce que si l'ambassadeur est informé de cette opération et qu'il est ensuite interrogé par la presse, il devra soit dire qu'il ne peut pas répondre à la question, ce qu'aucun ambassadeur ne veut faire, soit il devra mentir. Nous ne voulons pas qu'il ait à mentir, donc nous n'allons pas l'en informer. C'est une sacrée excuse pour laisser votre équipe sur place, dans l'ignorance de quelque chose que vous faites dans son pays, et qui pourrait avoir de graves répercussions si cela devenait public. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous avons vraiment travaillé sur l'Europe. Je veux dire, nous avons travaillé sur l'Europe. Quand on me demande pourquoi l'Europe est-elle autant impliquée dans cette affaire ukrainienne, je réponds, eh bien, c'est nous qui l'avons mise dans cette position. C'est une guerre entre Washington et Moscou, pas entre Kiev et Moscou. Kiev est l'instrument de notre guerre. Kiev is the instrument of our war.